Place à l'invité politique. Je reçois ce soir le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir. Bonsoir. Le PS a lancé une procédure d'exclusion contre Manuel Valls. Et comme il ne s'est pas plié aux règles d'En Marche, il pourrait ne pas avoir d'investiture du tout pour les prochaines législatives. Pour un ancien Premier ministre, c'est du jamais vu. Ça vous inspire quoi ? D'abord, je pense que la démarche de Manuel Valls a été courageuse. Il a vu une dérive gauchiste au PS. Il a choisi de soutenir notre nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Oui, il a renié sa parole et c'est une faute. Mais pour autant, il a plutôt choisi ses convictions qu'autre chose. C'est pas, je dis ça pas pour le défendre. Je dis ça parce que j'ai été par contre très surpris par le fait que, ayant choisi Emmanuel Macron au premier tour, disant qu'il souhaite faire partie de sa majorité présidentielle demain, il ait un accueil aussi froid, pour ne pas dire sectaire, de la part d'En Marche, qui jusqu'à présent disait rassemblant tout le monde, sauf Valls, et sauf qui encore ? En Marche dit, il y a des règles, elles s'appliquent à tout le monde, il faut prendre la carte du mouvement En Marche. Manuel Valls apparemment ne veut pas aller jusque-là. Oui, je peux comprendre ça, mais c'est un peu exclusif, on va dire. Ça veut dire, grosso modo, on rassemble tout le monde que nous. On rassemble tout le monde, mais chez nous. Et tous les autres sont exclus. Je ne suis pas sûr que ça corresponde au message que Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, aujourd'hui nouveau président de la République, a voulu émettre. Et je vais même vous dire une chose. Moi, je l'ai entendu au Louvre dire une chose que je considérais très bien et importante. Il a dit, parce que ces élections présidentielles ont eu lieu dans des circonstances exceptionnelles, il a dit « Je prendrai en compte et je tiendrai compte de ceux qui n'ont pas voté pour moi au premier tour, c'est-à-dire 75% des Français, et qui ont voté pour moi au second tour, 40% de plus. » La seule garantie, en réalité, quand on voit le traitement fait à Manuel Valls, la seule garantie d'être pris en compte si demain il y a un gouvernement, c'est d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que plus il y aura de députés UDI, plus il y aura de députés qui resteront fidèles à leurs idées et qui ne chercheront pas simplement des postes et des places, plus les Français auront de chances d'être entendus. Dans cette recomposition, quand même, l'UDI a un petit problème. On voit bien qu'il a préempté le centre de fait. Emmanuel Macron avec son ni droite ni gauche, avec François Bayrou qui est à ses côtés. Quelle place il vous reste dans cette recomposition-là ? Alors je vais vous dire, monsieur Guelzi, je ne crois pas du tout ça et je vais vous dire pourquoi. Quand vous définissez le centre comme ça, vous le définissez comme une situation géographique. En clair, dire ni droite ni gauche serait devenir centriste. Je vais vous faire observer que Marine Le Pen disait ni droite ni gauche et que ça n'en fait pas une centriste. Il dit de droite et de gauche maintenant, hein, donc ça peut être une position c'est centrale. la même chose, pardon. C'est pas une position, le centre. C'est une conviction. C'est un projet. Ce sont des valeurs et des idées. Et là-dessus... La conviction qu'il ne faut pas être idéologue, qu'on peut travailler avec les deux bords. Il y a des choses... C'est ça, la conviction du centre ? D'abord, des idées sur la vie des Français, sur la façon dont on redonne du travail. Elles sont communes, on va avancer un peu. Elles sont communes, vos idées. Vous venez d'avoir une plateforme programmatique. Là, il n'y a pas grand-chose qui s'éloigne d'Emmanuel Macron dans cette plateforme. Pardon, je vais aller au bout. Est-ce qu'on peut avoir dans notre pays, après les 5 ans qui viennent de se passer, une alternance économique, sociale, éducative, européenne, à partir d'idées, pas seulement de positionnement, pas de casting, pas un tel et bon pas. Et je vais vous dire une chose. Moi, d'abord, je souhaite que le quinquennat réussisse pour une raison simple, c'est que s'il ne réussit pas, c'est les Français qui en paieront les pots cassés. Mais pour y apporter notre contribution, c'est avec nos idées, c'est pas simplement un concours de postes, d'alliances. Ça, c'est de la vieille politique. Et je vais aller il fait de la vieille politique, Jean-Louis Borloo, le fondateur de l'UDI, quand il dit qu'il veut travailler avec En Marche ? Mais il veut travailler avec En Marche, mais sur ses idées, pas sur les idées d'En Marche, quand il ne les partage pas. Je vous prends un exemple. Il dit « Je suis prêt à travailler avec En Marche ». Il est le fondateur de l'UDI. Quelle sera la crédibilité de l'UDI demain à être en opposition avec En Marche ? Il a dit qu'il voulait travailler, avec le nouveau président de la République, pas avec En Marche. Et il l'a dit dans le sens que nous avons toujours fait. Quand il y a des bonnes idées, on les soutient. Et quand il y a de mauvaises, etc. Et il n'est pas candidat à un poste ministériel. Il dit simplement aidons la France à se redresser. C'est aussi notre état d'esprit. Vous êtes sûr qu'il ne sera pas au gouvernement ? Vous en êtes bien sûr ? Et c'était l'état d'esprit. Écoutez, je ne le pense pas. Mais, et si c'est le cas, ça serait quand même un peu ennuyeux. C'est en tout cas ce qu'il me dit. Je ne vais pas faire de la politique fiction et si c'est le cas, vous me réinviterez. Maintenant, je vais vous dire, avec Emmanuel Macron, il y a des choses qu'on peut partager. Quand il dit qu'il faut refonder l'Europe, la concentrer sur l'essentiel, c'est ce que nous disons aussi dans le projet que nous avons présenté ce matin entre l'UDI et les Républicains. Marchons ensemble pour le compte. Faisons les choses ensemble sur ces sujets-là. Il y a des sujets qui doivent rassembler. On est dans la République. Si nous étions 66% à voter au second tour, c'est qu'il y a des choses qui nous rassemblent. Lorsqu'il dit qu'il souhaite qu'on réforme les retraites de sorte que tous les Français soient égaux, je suis d'accord. Mais il y a 2 points de désaccord. Par exemple,
lorsqu'il dit qu'il faut augmenter la CSG, je suis contre. Pourquoi ? Depuis Michel Rocard, on a souvent augmenté la CSG. Ça n'a jamais réglé les problèmes, ni augmenté le pouvoir d'achat des Français. Deuxième exemple, lorsqu'il dit les gens qui démissionnent de leur emploi, on va les indemniser au chômage, alors que jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Mais par contre, ceux qui perdent leur emploi parce qu'ils sont licenciés, on va raccourcir la durée d'indemnisation. Ça veut dire qu'on va favoriser celui qui perd son emploi volontairement et défavoriser celui qui le perd parce qu'il est victime d'un licenciement. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Je voudrais vous faire écouter des propos qui sont les vôtres. C'est pas vieux, c'était le 19 septembre dernier. Pour la première fois, quelqu'un qui vient de la gauche dit qu'il accepte de parler avec des gens de droite et du centre et que j'ai trouvé ridicule ceux qui fermaient la porte à cette discussion parce que nous voulons la construction d'une coalition et d'une coalition plus large encore que l'UDI et les Républicains. Vous avez donc changé d'avis, vous Pas ne du voulez tout. plus parler avec lui aujourd'hui, en tout cas en attendant les législatives, si j'ai bien compris. Pas du tout. Et je vais expliciter les choses, c'est simple. Je crois qu'un parti unique, et on en a connu en 2002, en 2007, en 2012, avec des gouvernements, des présidents différents, une majorité absolue donnée à un parti, ça ne réforme pas la France, ça échoue à chaque fois. C'est malheureusement ce que le nouveau président de la République semble vouloir faire. Et vous donniez l'exemple tout à l'heure de Manuel Valls. Et je crois que la coalition, en l'occurrence, c'est le moyen, comme ça s'est produit dans d'autres pays, en Allemagne et ailleurs, de surmonter les blocages, les crispations françaises. Mais ce n'est pas la voie qu'il a choisie et je le regrette. Un Premier ministre de droite, ça serait quand même compliqué pour vous d'être dans une opposition à un Premier ministre de droite? Non. Je vais vous dire pourquoi. Ça serait pas compliqué? Je crois. On parle beaucoup de recomposition en ce moment. La recomposition, c'est quoi? C'est des personnalités estimables, respectables, dont les ambitions sont même respectables, qui occupent des postes où ce sont des mouvements politiques qui font mouvement ensemble, qui s'affrontaient hier et qui décident de travailler ensemble pour le bien de la France. Aujourd'hui, la ligne qui est dessinée, ce qu'on nous annonce, c'est, on va appeler ça sans jugement de valeur, du débauchage, telle ou telle personne individuellement, fût-elle Premier ministre. Est-ce que je peux vous rappeler une chose? Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a été élu... Attendez, je vais juste vous rappeler une chose. Pourquoi vous dites qu'il faut faire des coalitions et quand quelqu'un est capable d'aller travailler avec quelqu'un d'autre, ça devient du débauchage? C'est là où peut-être qu'il faut expliquer aux Français la différence. Exactement. Est-ce que M. Macron a proposé une coalition? Il a dit, tous les gens qui veulent gouverner avec moi sont dans mon parti. C'est un parti unique bis. C'est l'UMP bis. Et j'ai refusé, moi... Macron, c'est l'UMP bis. J'ai refusé, moi... Le parti unique, ça veut dire que seuls les gens qui sont dans un parti, et si les Français lui confient une majorité absolue, seuls les gens qui sont dans ce parti discutent. Et ça veut dire quoi à la sortie? Ça veut dire que tout le reste des Français sont écartés. Et c'est là où les blocages de la société française ressortent. Je sais bien que ce n'est pas la mode, mais c'est notre conviction. Et je vais aller jusqu'au bout. Nicolas Sarkozy. On va dire les choses autrement. Nicolas Sarkozy, il a pris Bernard Kouchner. Il a pris Bernard Kouchner, Fadela Amara, Éric Besson. C'était de l'ouverture, non seulement, mais c'est ça le débauchage individuel, c'est de l'ouverture, c'est pas de la recomposition. Non seulement ils n'ont jamais rien pesé dans le gouvernement, mais ça n'a pas bougé une ligne chez nos concitoyens. Si on dit les choses autrement, aujourd'hui vous nous dites, moi je veux un maximum de députés aux législatives et après je pourrais discuter et éventuellement voter les textes d'Emmanuel Macron. Non, c'est bien ça le discours. Je vais dire les choses beaucoup plus simplement que vous et de façon beaucoup plus politique. Est-ce que plus complexe alors je pense. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a eu, parce qu'à l'élection présidentielle, nous avons changé d'idée, de projet et de valeur? La réponse est non. Ah si, vous avez changé de projet, on va en parler. Attendez. Vous avez changé de projet aujourd'hui. Les Républicains ont changé de projet. Vous aussi, puisque avec vous la signez. discussion, mais pardon, non, le projet de l'UDI, il était en ligne et aujourd'hui, ce projet correspond beaucoup plus à la fois au projet des centristes et au projet de la droite modérée. Je vous laisse dire votre phrase et puis ensuite j'y reviens. Passe au projet. Moi, je ne pense pas que la politique, c'est du casting et que c'est du placement. C'est pas des postes, c'est des valeurs et des idées. Et il se trouve que ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, et je répète que je souhaite la réussite de ce quinquennat, qu'on ne peut y contribuer qu'en allant se coucher devant les idées des autres, alors qu'on peut porter les siennes. Et c'est à lui, puisque maintenant il est le chef d'État, c'est-à-dire le président de tous les Français, de tirer les leçons de l'élection législative. C'est les Français qui vont décider qui va nous gouverner. Ils ont décidé qui nous présiderait. Maintenant, on doit décider qui va nous gouverner. Alors, je reprends vos mots. La politique, c'est d'avoir des idées et des convictions. Les idées et les convictions de François Fillon, votre candidat à la présidentielle, c'était que la France était en faillite, qu'il fallait serrer la ceinture, baisser la dépense publique et baisser les charges des entreprises. Le projet que vous venez de signer avec les Républicains, il fait exactement l'inverse. Il augmente la dépense publique de 62 milliards par rapport au projet de François Fillon et il réduit la voilure sur la baisse des charges des entreprises. C'est-à-dire que c'est exactement le message inverse qui est envoyé. Comment vous expliquez ça? C'est absolument faux. Factuellement, c'est vrai. On peut reprendre les points les uns après les autres. Reprendre les uns après les autres. 62 milliards de dépenses supplémentaires dans votre projet par rapport à Fillon. C'est François Baroin qui le dit, alors il se trompe. Alors, pour le compte, François Baroin a expliqué ce matin qu'en l'occurrence, on a, par exemple, renoncé à l'augmentation de la TVA.
ça venait financer 40 milliards de baisse des charges des entreprises, mais les entreprises ont repris de la compétitivité. On se limite à 28 milliards, ce qui permet d'éviter ces 2 points de TVA. Donc vous voyez, ce n'est pas une dépense supplémentaire, c'est en l'occurrence au total, une dépense en c'est moins. François Baroin qui le dit. Si c'est trompé, il va falloir que vous lui signaliez. Il dit qu'il y a 62 milliards de plus à l'arrivée que dans le programme de François Fillon en dépenses. Moi, je vous dis que ce n'est pas le cas et je vais vous donner 2 exemples. Nous avons besoin, par exemple, de baisser de 10% l'impôt sur le revenu pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Dans le même temps, d'augmenter les petites retraites. Mais comment ça se finance? Ce n'est pas parce qu'il y a des dépenses supplémentaires, c'est parce qu'on allonge la durée de la retraite, ce que le nouveau président de la République refuse de faire. Il dit, comme il n'y a pas de problème pendant mon quinquennat, on verra ça dans le quinquennat suivant. Moi, je pense que la politique, c'est anticiper et que ça permet à la fois de créer de la recette et de donner plus de pouvoir d'achat aux Français. C'est ça le projet qui a été présenté. François Fillon disait il faut serrer la ceinture. Il y a beaucoup plus de défense proposée dans votre programme. François Fillon disait il faut alléger les charges des entreprises. Il proposait 35 milliards d'allègements de charges immédiats. En plus du CICE. Il disait en plus du CICE, il disait c'est important de faire ça. Vous proposez 23 milliards, c'est-à-dire vous réduisez d'un tiers. Vous êtes vraiment en train de changer le message pour redistribuer éventuellement avec une diminution de l'impôt sur le revenu. Pardon, les Français vont... Mais vous changez de message. Pardon, bien sûr, puisque François Fillon avait gagné l'élection primaire, il a fait des arbitrages que nous ne partagions pas nécessairement tous, et je vais vous donner un exemple simple, la comparaison que les Français vont avoir. Emmanuel Macron dit le CICE, point barre. Pas plus de baisse des charges sur les entreprises. Nous, on veut, comme vous, il dit nous, on veut ça plus de deviendra baisse, des charges. Nous, on veut plus de baisse, pérennes. si je peux répondre. Ouais. Nous, on veut plus de baisse des charges des entreprises pour une raison simple. C'est que pour pouvoir réduire le chômage, il faut qu'il y ait des entreprises qui embauchent. Je vous prends un autre exemple qui a changé dans le programme de François Fillon, à notre demande. Jusqu'à présent, il disait il faut supprimer, appelons ça comme ça, les emplois aidés. Nous, on maintient les emplois aidés désormais, mais ils ne bénéficient plus aux administrations, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aux PME, aux TPE, pour les booster, pour leur donner de l'énergie, et pour qu'à la sortie, ce soit des vrais emplois financés par le marché et pas par les impôts. Vous proposez de baisser de 10% l'impôt sur le revenu pour tout le monde. Ça coûte à peu près 8 milliards. Et alors, pour compenser, vous enlevez une autre proposition qui était dans le programme de François Fillon, qui était une baisse des cotisations, justement, sur les salaires, à peu près pour la même somme. En gros, ce que vous aviez proposé dans le premier, vous l'enlevez pour le proposer différemment dans le deuxième. C'est du marketing, ça? C'est de l'habillage politique, ça? Non, il y a une grande différence, c'est qu'il y en a un qui était une baisse de coût du travail, et l'autre, en l'occurrence, c'est une augmentation du pouvoir d'achat. Vous savez, la politique économique, la politique fiscale, ce sont des arbitrages en fonction de ce qu'on veut privilégier. Et dans le projet que nous présentons, il y a 2 choses. On ramène le niveau de fiscalité des entreprises, des charges qui pèsent sur le travail, au niveau de la moyenne européenne, pour ne pas être défavorisé par rapport à nos concurrents. Et c'est important, parce que sinon on ne vend rien, et si on ne vend rien, on n'a pas besoin de salariés dans les entreprises pour la TVA sociale pour ça dans le programme de Fillon, vous l'avez abandonné. Et le deuxième message dans cette affaire, c'est qu'il y a des catégories de Français qui effectivement ont souffert à la fois du matraquage fiscal de François Hollande et puis de la situation économique qui reste en panne dans notre pays, et c'est le seul pays d'Europe qui est en panne. Et il y a 3 catégories qui sont particulièrement visées: la baisse de l'impôt sur le revenu, je viens de le dire, les heures supplémentaires défiscalisées pour les salariés, et troisième chose, les petites retraites. L'allongement de la durée de cotisation de retraite permet d'améliorer la situation des retraités les plus pauvres. Vous nous disiez il y a 3 semaines encore, la TVA sociale c'est important, c'est censé favoriser les exportations justement en taxant les importations. Vous l'abandonnez dans votre nouveau programme pour les législatives. Eh ben, je vais vous dire alors, ce qui était important hier ne l'est plus aujourd'hui. Tout a changé en 3 semaines. Je vais vous dire pourquoi, c'est parce que les Français... Est-ce que vous n'êtes pas, on va se parler clairement parce qu'il nous reste que 6 minutes, est-ce que vous n'êtes pas en train de viser un autre électorat plus populaire que vous avez vu que vous n'avez plus, et donc ça passe par cette distribution générale? Ce discours n'a pas été entendu, n'a pas été compris. L'Allemagne l'a fait, et il se trouve que ça lui a réussi. Les Français décident, entre guillemets, de ne pas entendre cette voie-là. Ça veut dire qu'il faut, parce que vous ne contraignez pas un peuple à emprunter la voie qu'il refuse, ça veut dire qu'il faut d'autres voies économiques. La baisse du coût du travail demeure, mais elle emprunte d'autres voies. Un mot sur une image de la journée, les adieux de François Hollande, ou l'au revoir de François Hollande plutôt d'ailleurs, au dernier Conseil des ministres. Hein. Il a pris ses ministres les uns après les autres sur le perron pour les saluer. Peut-être un mot, une phrase pour résumer ce quinquennat, j'allais dire, selon vous. Si c'est le quinquennat, je trouve que c'est le quinquennat le plus lamentable de la Ve République, où on n'a connu quasiment que des échecs. Si c'est le revoir du président de la République actuelle à ses ministres, c'est la moindre des choses. Il les a sans doute envoyés dans le mur, il peut au moins les remercier. Il dit qu'il n'en a pas fini avec la politique, il va réfléchir à la façon dont il pourrait être utile. Écoutez, j'espère qu'il trouvera une façon d'être utile. Je ne sais pas s'il en a fini avec la politique, je pense que les Français en ont fini avec lui.
François Hollande a insisté dans ses adieux sur la nécessité du dialogue social, message évidemment à l'adresse d'Emmanuel Macron qui veut passer par ordonnance pour réformer le Code du travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison de faire cette mise en garde-là au nouveau président qui a envie apparemment d'aller vite? C'est une situation assez curieuse parce qu'on voyait lors des cérémonies inhumées beaucoup de chaleur et quasiment la volonté de François Hollande de montrer qu'il avait choisi son successeur. Et en même temps... Chaleureux comme avec Nicolas Sarkozy, on s'en souvient. Et en même temps, je n'ai pas eu le sentiment qu'il était si chaleureux que ça. C'est républicain. Mais c'est très bien, j'ai rien contre ça. Je ne suis pas sûr qu'il n'en ait pas un peu rajouté, on va dire. Bon. Et je ne suis pas sûr que ça ait fait plaisir d'ailleurs au nouveau président de la République. Mais pour aller jusqu'au bout de... Pardon, c'est intéressant, il a eu tort. Vous dites qu'il a fait de la politique sur le dos j'allais dire, de la mémoire des soldats inconnus, du soldat inconnu et des soldats tombés pendant la Première Guerre. En tout cas, je crois qu'une cérémonie patriotique, ça nécessite à la fois de la dignité et de la distance, y compris dans ce genre de circonstances. J'ai trouvé que la démonstration d'effusion était un peu excessive. Voilà. Sur la nécessité d'avoir du dialogue social, vous partagez cette analyse? Je reviens sur le dialogue social. Non seulement je partage cette analyse, c'était un débat que nous avions avec François Fillon, et y compris un désaccord, par exemple sur la réduction du nombre de fonctionnaires. J'ai toujours dit, vous m'avez posé la question ici, dans ce même studio. J'ai toujours dit que 500 000 en 5 ans, ça ne se faisait pas. On fait 300 000 en 5 ans, 500 000 en 7 ans. Ça, c'est très raisonnable et c'est revenir à une situation qu'on a connue où la France n'était pas sous-administrée. Je vous prends un deuxième exemple. François Fillon disait, on supprime totalement la durée du travail. Dans le projet que nous présentons, on donne 18 mois aux partenaires sociaux, branche par branche, entreprise par entreprise, pour se mettre d'accord. Oui, on veut faire le dialogue social, nous, et le porter. Je reconnais que les ordonnances d'Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui un coup de boutoir dans le dialogue social. Puisque vous parlez des 35 heures, effectivement, dans votre nouveau programme, vous voulez à la fois supprimer les 35 heures et faire le retour aux heures supplémentaires défiscalisées. Tous les candidats de la droite et du centre avaient expliqué qu'on ne pouvait faire ou l'un ou l'autre, mais pas les deux, que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas financer les deux. Pardon, ceux qui ont expliqué ça se trompaient parce que par définition, dans votre entreprise CNews, quand vous aurez fixé un temps de travail et chaque heure travaillée sera payée 2, 36, 37, 38, peu importe. Si c'est 37, à la 38e heure, vous êtes en heure supplémentaire. Donc, cette heure supplémentaire, et vous en faites sans doute quelques-unes, cette heure supplémentaire, elle sera défiscalisée, vous permettant de gagner en pouvoir d'achat. C'est peut-être pas très important pour les cadres, etc. C'est très important pour les ouvriers, pour les salariés. C'est pas ma question. Parce que ma question, c'était, vous nous avez expliqué ils vont avoir la double peine. Attendez, sinon, que c'était pas finançable les deux réformes, et là, tout d'un coup, on met tout dans le paquet pour les législatives. Et bien sûr que c'est finançable, puisque en l'occurrence, ça veut dire qu'il y a de la productivité, de la croissance en plus qui vient financer ça. Ça a été financé il y a quelques années, ça l'est évidemment aujourd'hui. Mais je vais terminer juste sur une chose. Vous savez, les personnes qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est deux catégories. Les travailleurs pauvres et les retraités. Les travailleurs pauvres, le seul moyen de leur redonner du pouvoir d'achat, sans qu'on ruine nos entreprises et qu'on perde de la compétitivité et donc de l'emploi, c'est de faire en sorte qu'ils puissent travailler en gagnant plus. Et la deuxième catégorie, c'est les retraités, et c'est là où je conteste absolument l'augmentation de la CSG. Parce que quand il dit « j'augmente la CSG, les salariés vont être compensés parce qu'on va baisser leur cotisation sociale », c'est pas possible. Pour les retraités, c'est pas possible pour les professions libérales et c'est pas possible pour les fonctionnaires parce qu'ils ne payent pas les mêmes cotisations et donc ces cotisations qu'ils ne payent pas, elles ne peuvent pas être baissées. Prendre de l'argent aux retraités, aux fonctionnaires, aux professions libérales pour verser aux salariés, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Je suis pas sûr que ce soit très équitable. J'ai compris le sens de la question. Mais le sens de la réponse, moi, ma question, c'était quand on se déplace autant en si peu de temps, est-ce qu'on risque pas de perdre une partie des troupes au milieu du gué? Voilà, c'est ça. Pardon de vous dire, monsieur Guelzi, si quand les Français se sont prononcés, on ne les entend pas, on ne mérite pas leur confiance. Et je vais vous dire, le message et le projet que nous avons présenté ce matin, il est à la fois plus ambitieux que celui de monsieur Macron et plus équitable que celui de monsieur Fillon. Dernière question, 30 secondes. Jean-Luc Mélenchon qui va à la bataille à Marseille dans la circonscription du socialiste Patrick Mennucci, ça vous inspire quoi? Moi, je pense que la politique, elle se fait ancrer sur le terrain avec les gens qu'on connaît. Je comprends son raisonnement, je suis représentant de toute la France, c'est le cas de tous les députés. Mais pour bien représenter la France, il faut bien connaître les gens qu'on représente réellement, ceux qui vous donnent leur confiance. Moi, je fais ça depuis quelques années dans mon territoire et l'essentiel de mon activité parlementaire est les tirer de ce que je vois. Qui se fait un auto-parachutage, c'est ça? Oui, je trouve que... On parle de nouvelle politique, cette façon vieille politique de dire « je suis là, j'arrive, je suis le sauveur ». Il n'y a pas de sauveur dans la République. Il y a juste des gens qui connaissent des élus, qui connaissent
les difficultés que rencontrent nos concitoyens et qui essayent de les porter à l'Assemblée nationale. Et dans ces cas-là, plutôt que de la théorie et de l'idéologie, à l'Assemblée nationale, on commence à parler de la vie des Français. Ça, ce serait de la nouvelle politique, c'est celle que les candidats UDI vont essayer de porter. Merci Jean-Christophe Lagarde d'être venu répondre à nos questions ce soir. Vous restez avec nous, on se retrouve pour le grand décryptage et on revient sur ces répliques encore et toujours après le séisme de dimanche. À tout de suite.